Coronavirus, analyse et réflexion. C'est financier qui dirige le monde. Cette présentation vise à analyser une série de données factuelles pouvant porter à réflexion. Il n'est nullement question de complotisme ou toute autre interprétation farfelue. Il s'agit d'une énonciation de faits répartis dans le temps. Chaque jour, la situation sur le Covid-19 évolue et nous préoccupe tous. Lichtenberg disait « Il faut faire quelque chose de nouveau pour voir du nouveau ». Et bien voilà de quoi nous changer les idées. Le débat actuel monopolisant nos chaînes d'information porte sur une divergence d'opinion de nos chercheurs et praticiens concernant la molécule à utiliser étant la plus efficace contre le Covid-19. Plusieurs molécules ont été validées par l'OMS, permettant à nos professeurs d'entamer des recherches. Les deux les plus souvent citées sont la chloroquine et le remdesivir. Voici un petit aperçu d'une infime énumération des pandémies ayant bouleversé notre monde. La grippe espagnole, 50 millions de morts selon l'Institut Pasteur. Provenance, chauve-souris. Patient zéro, début du XXe siècle. Le paludisme, c'est 219 millions de personnes infectées. 435 000 décès en 2017. Provenance, le gorille. Patient zéro, début du XVIe siècle. Christophe Colomb. L'Ebola, c'est près de 3300 personnes infectées en 21 jours, en date du 17 décembre 2019. Provenance, le moustique. Patient zéro, moins 1327 avant Jésus-Christ. Semblerait que Toutankhamon avait l'Ebola. Le coronavirus, c'est 4 milliards de personnes confinées. Plus de 80 000 décès au 8 du 4 2020. Provenance, chauve-souris ou pangolin. Patient zéro, Wuhan, 17 novembre 2019. Ce travail vise à analyser les éventuels points communs entre les différentes pandémies d'un point de vue financier, une éventuelle course au vaccin entre les différents acteurs du marché. Nous allons passer en revue la chloroquine et le remdesivir, la période de l'Ebola en 2016, le paludisme en 2017, forcément le coronavirus en 2020, et la course au vaccin. Alors, qu'est-ce que la chloroquine? La chloroquine est un antipaludique, soignant le paludisme ou la malaria, provenant de l'évolution d'une molécule appelée initialement sontoquine. Cette molécule fut ressuscitée en 1942, après plusieurs petits tours de passe-passe entre les laboratoires allemands Farben, Bayer, Agfa et BASF, et leur filiale américaine Winthrop Stearns. Farben et Winthrop Stearns se partagent de manière relativement nébuleuse les droits de cette molécule depuis la fin des années 30, et ce n'est qu'en 1941 que Bayer céda officiellement les droits de la molécule et des recherches effectuées. Ils demandèrent également toutes les données qu'ils pourraient posséder sur des molécules apparentées dans les laboratoires européens. Elle sera mise sur le marché en Europe par la France en 1949 sous le nom de Nifaqine. La chloroquine a été mise en avant par le professeur Didier Raoult, éminent chercheur et praticien de Marseille. Le remdesivir appartient à un laboratoire pharmaceutique américain du nom de Gilead. Alors, qu'est-ce que le remdesivir? Il a été développé sur le code GS5734 par la société Gilead, dans le cadre d'un des vaccins les moins efficaces ayant combattu l'Ebola entre 2013 et 2016. Les tests in vitro indiquent que le remdesivir sera efficace contre une grande variété de virus, donc les virus SARS-CoV et MERS-CoV. Si nous regardons de plus près la catastrophe Ebola en 2016, nous constatons qu'en termes d'investissement, il y a plus de 459 millions de dollars US injectés dans la recherche pour l'Ebola en 2016. Nous avons la fondation Bill et Melinda Gates, de concurrence d'11 millions, USAID américain, la World Bank, African Development Bank et toute une série d'autres donateurs ayant complété la capitalisation de ces recherches. Si nous regardons les actions de l'entreprise Gilead, détentrice du remdesivir pendant la période Ebola, l'action Gilead en date du 14 du 4 est estimée à 77,75 dollars US. Pendant la période Ebola en Afrique, à savoir de 2013 à 2016, 2013 étant la date des débuts des premiers cas et 2016 diminution des cas, nous constatons que fin 2012, début 2013, le 24 décembre 2012 pour être exact, l'action Gilead était à 36,33 dollars US. Mi-2015, l'action a quadruplé pour passer la barre des 120 dollars US.
Elle se stabilise fin 2016 pour osciller entre 70 et 80 dollars US, ce qui correspond en moyenne à la valeur actuelle de l'action. Dans le cadre de la recherche contre le paludisme, plus de 60 donneurs ont contribué à cette recherche. On peut constater de nouveau la fondation Bill et Melinda Gates à concurrence de 100 millions d'euros. Il y a les États-Unis d'Amérique, évidemment, avec 1,2 milliard investi en 2017, correspondant à 39% du capital total. Les Royaumes-Unis et l'Irlande, à concurrence de 300 millions d'euros. Les pays endémiques, pour 900 millions d'euros. Et les pays composés du comité d'aide au développement. Toutefois, à cette période-là, malgré les 3,2 milliards investis, si nous passons un petit peu en revue la bourse, il n'y a rien qui se passe. C'est le silence radio. Aucune action ne grimpe, aucune action ne monte, tout suit son cours. Pour cause, aucun effet connu officiellement déposé. Afin de comprendre un peu mieux les acteurs financiers actuels, il me semble important d'analyser en quelques mots les big three du marché américain. Alors, si nous passions un petit peu en revue la bulle financière américaine, ce nuage financier, nous pouvons très facilement observer que trois instances fuchsia se différencient du reste de l'image. Voilà le Big Three, les trois fonds d'investissement qui à eux seuls détiennent plus de 15 milliards d'actifs, ce qui correspond à quasi la moitié des actifs mondiaux. Si l'on ajoute Charles Schwab et Fidelity, le montant des actifs sous gestion détenus par les 5 plus gros gérants d'actifs américains dépasse les 21 milliards de dollars. Si nous passons maintenant en Europe, nous verrons qu'un de ces acteurs, en l'occurrence BlackRock, détient à lui seul plus de 2% du capital constitué par le CAC 40 auprès du fonds souverain norvégien et le fonds américain Vanguard. Là-dessus, donc, BlackRock est un poids lourd du CAC 40. Historiquement, la France semble avoir, à un moment, contribué à la recherche et au développement scientifique en Chine, par le biais de subventions d'un laboratoire P4 à Wuhan. Pour rappel, un laboratoire P4 est un laboratoire qui par définition risque d'abriter des micro-organismes très pathogènes. Laboratoire P4 signifie le laboratoire pathogène de classe 4. Sur une échelle de 1 à 4, ce type de laboratoire traite des molécules de forte contagiosité. Les groupes 1 étant non pathogènes pour l'homme, les groupes 2 pathogènes pour l'homme à contagiosité faible, dotés de prophylaxie et de traitement, les groupes 3 pathogènes pour l'homme, contagiosité moyenne, dotés d'une prophylaxie ou d'un traitement, et les groupes 4 pathogènes pour l'homme, forte contagiosité, sans prophylaxie ou traitement. En 2017, le Premier ministre français fait un discours à la cérémonie d'accréditation du laboratoire de Wuhan. L'entièreté du discours est disponible via ce lien en haut à droite de l'écran. Si nous abordons maintenant la course au vaccin coronavirus et que nous effectuons une analyse financière, nous devons nous référer à une journée très particulière, le 31 décembre 2019, journée à laquelle l'OMS est informée d'un groupe de cas de pneumonie détectés à Wuhan. Les autorités chinoises viennent d'identifier un virus, le SARS-CoV-2. Ce jour même, si nous passons un petit peu en revue les actions de toujours notre compagnie Gilead, eh bien, figurez-vous que le 31 du 12 2018, le géant de la finance BlackRock achète 4,7 millions d'actions Gilead. Le cours de l'action était à 63,98 dollars US à cette même date. Plusieurs fonds d'investissement suivent le mouvement de BlackRock encore jusqu'en avril. Voyons que le 6 avril, l'Ixor International Asset Management a acheté 232 700 actions Gilead. Alors, qui est Gilead? Gilead, eh bien, c'est une société cotée en bourse au capital de plus de 92 milliards de dollars US. Elle emploie 11 800 personnes et a dégagé en 2019 un bénéfice net de plus de 5 milliards de dollars US. Ce n'est pas un très grand laboratoire pharmaceutique, mais en termes de rentabilité, c'est une des sociétés
pharmaceutiques les mieux positionnés sur le marché. Alors, Gilead, c'est également un laboratoire américain depuis 1987, fondé en Californie. Ses recherches sont orientées sur les maladies infectieuses graves. Elle participe à des investissements importants au niveau mondial. Il rachète également plusieurs entreprises, comme la société belge Galapagos, dans laquelle elle réinjecta 5 milliards de dollars US en juillet 2019. Elle achète ensuite Kit Pharma en 2017 pour près de 12 milliards de dollars US. Elle a révolutionné plusieurs recherches, notamment le sida, l'hépatite B, C, la grippe aviaire et le cancer du sang. Toutefois, les prix des vaccins sont toujours fortement controversés. En 2014, le lancement de Sovaldi en France a suscité de vives polémiques de par son prix exorbitant de 40 000 euros. Son président français débattait encore des prix de ces produits en date du 11 avril. Alors, si maintenant on jette un petit coup d'œil furtif au top 10 des actionnaires de notre société Gilead, nous nous apercevons très rapidement que deux des Big Three sont dans le top 3 des actionnaires. Tout d'abord Vanguard, qui détient quand même plus de 8% du capital, est numéro 1 des actionnaires de la société Gilead. BlackRock en troisième position avec plus de 5% du capital. Si nous nous attardons un petit peu sur le top 10 des fonds d'investissement qui composent Gilead, nous allons très rapidement comprendre que en première et deuxième position, nous retrouvons deux filiales à Vanguard, qui est Vanguard Total Stock Market et Vanguard 500 Index Fund. Un peu plus bas dans le même listing, nous voyons qu'il y avait une prise de possession du capital par le gouvernement et le fonds des pensions américaines, qui est étroitement lié à BlackRock. Alors, si nous analysons Gilead en période du Covid-19, il y a plusieurs fluctuations de leurs actions, notamment en date du 19 mars, suite à un discours de M. Donald Trump qui promettait une mise à disposition rapide de la chloroquine. Eh bien, cette annonce politique a fait chuter les actions de Gilead. Donc, elles sont passées de 44 dollars US l'action à moins de 70 dollars US l'action, ce qui a entraîné une perte de 10 milliards net pour la société elle-même et près de 200 millions de dollars US pour BlackRock. Quelques jours auparavant, le président de la société Gilead en France a reçu la Légion d'honneur de M. Édouard Philippe. Coïncidence. Les fonds investis dans la recherche et le développement concernant les maladies infectieuses sont énormes. Certaines recherches avancent à grands pas et permettent de sauver des millions de personnes chaque année. Le budget mondial du vaccin contre la grippe traditionnelle était de 4 milliards de dollars US en 2018, selon l'OMS. Le budget 2026 est estimé à 6 milliards de dollars US. Alors, plusieurs laboratoires belges comme le VIBU Ghent, la KU Leuven ne sont pas en reste et se sont lancés dans la recherche d'un antiviral permettant de combattre le coronavirus. Tous à la recherche d'un vaccin ou de traitement pour soigner les patients infectés. D'autres sociétés pharmaceutiques se sont également lancées dans le marché du coronavirus, notamment Pfizer, Johnson & Johnson, Sanofi et Takeda. Pendant cela, que se passe-t-il au niveau du gouvernement français? Emmanuel Macron est président de la République. Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, 3 jours après la nomination d'Emmanuel Macron au poste de président. Quant à Yves Lévy, il est président et directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, l'INSERM. Si nous détaillons un peu plus le CV de différents intervenants, notamment Agnès Buzyn, en avril 2017, Agnès Buzyn est nommée présidente du collège HAS, la Haute Autorité de la Santé. Et si nous attardons un petit peu sur les certifications octroyées par la HAS, nous verrons que le pouvoir conféré aux décisions du collège de la HAS est l'évaluation et l'éligibilité de remboursement de tout type, d'actes ou de produits médicaux,
de définir les recommandations de bonnes pratiques cliniques et de santé publique, mais elle certifie et crédite également les établissements médicaux et leurs praticiens. En juin 2017, elle porte le nombre de vaccins pour les enfants obligatoire de 3 à 11 vaccins. En juillet 2017, elle interdit la vente des médicaments antalgiques sans ordonnance. Il s'agit du paracétamol et de l'aspirine, médicaments permettant de traiter les douleurs chroniques et ponctuelles, par exemple. En octobre 2017, plan d'action pour doubler le nombre de maisons de santé pluriprofessionnelles. En juin 2018, arrêt du remboursement de 4 médicaments contre la maladie d'Alzheimer. Mars 2019, elle décide de reculer l'âge légal de la pension, en collaboration avec Édouard Philippe. C'est ce qu'on qualifie actuellement de la crise des Gilets jaunes. Juillet 2019, en consultation avec la HAS, elle annonce l'arrêt du remboursement des préparations homéopathiques suite à la conclusion de la HAS. Absence d'efficacité prouvée. Détaillons maintenant le CV de M. Lévy. Alors, qui est M. Lévy? Eh bien, M. Lévy, c'est un éminent docteur et chercheur. Il est également maître de conférences et professeur d'université. C'est aussi un très bon praticien hospitalier. Son parcours a commencé en 2006. De 2006 à 2012, directeur scientifique du programme vaccinal de l'ANRS, Agence de recherche autonome de l'INSERM. En 2012, il s'immisce dans la politique et devient conseiller spécial pour la santé au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Santé. Juin 2014, nommé directeur général de l'INSERM. 2018, il est à l'affiche de scandales médiatiques lorsque la ministre de la Santé souhaite renouveler son mandat. Agnès Buzyn, alors ministre de la Santé et des Solidarités, est également l'épouse de M. Lévy. Alors, il y a un autre intervenant directement lié à Madame Buzyn, c'est Karine Lacombe. Karine Lacombe, on en a beaucoup entendu parler dernièrement. Karine Lacombe, c'est un médecin, un chercheur assez éminent, qui opte incessamment pour la méthodologie médicale qualifiée de CRISPR, qui est en totale opposition avec les technologies médicales utilisées par le professeur Didier Raoult. Alors en 2014, elle est membre de l'INSERM. Tous ses travaux d'époque sont disponibles sur le lien Travaux Ebola, Zika et hépatite. 2016 à 2019, elle est conférencière pour multinationales pharmaceutiques, Lilly, Johnson & Johnson, Bayer. Nous pouvons le confirmer avec son attestation de revenus qui est en lien. En 2020, elle devient le visage médiatique de la lutte contre le Covid-19. Toutes les chaînes se l'arrachent. Elle prend la place de Michel Simès. 2019-2020, conférencière pour multinationales pharmaceutiques. En effet, nous voyons qu'elle a assisté et même présidé différentes conférences, notamment pour le MSD, Janssen par Johnson & Johnson, et également l'entreprise Gilead. Passons maintenant au docteur Didier Raoult, aussi connu sous le nom de Crocodile Dundee. Eh bien, Didier Raoult est un éminent professeur de recherche en maladies infectieuses émergentes, né le 13 mars 1952 à Dakar, au Sénégal. Il est également un infectiologue et professeur de microbiologie française. Il est spécialisé dans les maladies infectieuses tropicales émergentes à la Faculté des sciences médicales et paramédicales de Marseille et à l'Institut hospitalo-universitaire en maladies infectieuses de Marseille, le IHU. Il est reconnu pour son esprit iconoclaste. Il est entouré de différentes polémiques fort nébuleuses l'associant à des milieux complotistes. De 1994 à 1999, il est élu président de l'Université de la Méditerranée ex-Marseille 2. En 2003, à la demande du gouvernement, après l'épidémie du SRAS-CoV, il rédige un rapport sur le bioterrorisme et les risques épidémiologiques tout en pointant l'impréparation du gouvernement français en cas de pandémie. En 2010, il remporte le Grand Prix INSERM pour l'ensemble de sa carrière. De 2008 à 2017, il devient directeur de l'URMIT, unité de recherche des maladies infectieuses et tropicales émergentes.
En 2018, il bénéficie d'une aide de l'ARN, qui est l'Agence nationale de la recherche, d'un montant de 72,3 millions d'euros. Petite remarque concernant les actions de Gilead actuellement, eh bien, depuis le 14 du 4, nous pouvons constater une variation de 9,73%. L'action a dépassé la barre des 80 dollars US. L'action Gilead actuellement est à 83,99 dollars US l'action. Elle a eu un bond énorme ce vendredi avant la clôture des marchés. Donc à 22 heures, l'action est à 88,99. Elle a augmenté de près de 15 dollars en une journée. L'action Gilead, à l'époque, donc il y a une semaine, était à 77,75 dollars US l'action. Nous pouvons nous attendre à une augmentation au minimum de 30% pour les 3 à 6 mois à venir. Serait-ce à nouveau David contre Goliath, le pot de terre contre le pot de fer, népotisme, abus de pouvoir, lobbying, corruption? Nous pourrions croire à une affiche de cinéma peu réfléchie, annonçant la sortie d'un film d'action américain à petit budget. Serait-ce la volonté de l'État de pouvoir impacter la gestion de notre perspective des faits en lieu et place de la perspective de la vérité? Les faits sont-ils ce qu'ils sont? La perception de chacun en est cependant différente. D'un point de vue du financier, la vision d'un CEO d'entreprise doué et doté d'une influence mondiale serait de réagir à un événement de grande ampleur et de façon rapide. Certains financiers pourraient avoir du respect et de la reconnaissance pour BlackRock, ayant pris des positions de marché dans un délai record et de façon prioritaire, et certes opportuniste. D'un point de vue humain, parler d'un événement de grande ampleur en faisant référence à des milliers de morts tués par un virus serait une honte. Soigner une défaillance ou préserver un système, telle pourrait être la réflexion d'un chef d'entreprise face à un problème pouvant entraîner la chute de tout un modèle économique pour lequel il a lutté pendant tant d'années. Quelles sont nos pertes? Ces mots pourraient également surgir dans une discussion ou un report de guerre établi dans les années 40, au retour d'un officier du front. À quand estimez-vous les délais? Quelle question? Pour calculer les délais, nous devons connaître toutes les inconnues de l'équation. Les médecins et praticiens sont également confrontés à ce genre de situation. Et maintenant, plus que jamais, traiter les maladies ou soigner les systèmes. Le lobbying est faiblement évoqué, voire murmuré parmi les journalistes et les politiques lorsque l'on demande la provenance des financements et des stratégies pour gouverner les pays. On peut même dire que c'est un secret de polichinelle, puisque cette activité s'exerce depuis le début des années 90. Le lobbying est une stratégie d'influence, plus qu'une démarche marketing. C'est le carnet d'adresses qui fait la différence. Les bouleversements occasionnés par la lutte entre le professeur Raoult et les laboratoires Gilead pourraient être un résumé de cette définition. Cela étant dit, et si cette catastrophe pandémique et sa vitesse de propagation pourrait également trouver sa source dans l'accroissement de la population, dans l'urbanisation, l'industrialisation, les biotechnologies et, de façon générale, dans une plus grande fréquence des échanges internationaux. Les faits sont toutefois logiques, et un hasard de cette ampleur pourrait paraître peu plausible aux yeux de la plupart des gens. Si cependant les réactions des financiers face à cette succession d'événements n'étaient qu'une analyse et statistique, leur permettant des actions rapides tout au long de ces années. Le capitalisme aurait-il atteint son apogée? Selon certains philosophes, le capitalisme est condamné à terme. Marx pensait que cela proviendrait des propres contradictions du capitalisme. Schumpeter, lui, voyait la fin du capitalisme arriver sur base de ses succès. Il est, selon lui, à la fois un système et un ordre. Ce système consiste à initier des entrepreneurs, les faire évoluer et pousser leurs limites toujours plus loin, augmenter les parts du marché, tendre vers le monopole. Ce système est puissant. Il est peu probable qu'il s'effondre, selon Schumpeter. Il cherchait les raisons de son effondrement potentiel ailleurs, car toujours selon lui, le capitalisme est également un ordre. C'est un ordre qui est composé de civilisations, reposant sur des mentalités, des institutions et des valeurs. Or, c'est justement cet aspect humain qui pourrait mener ce système à sa perte. Des écarts ethniques, psychologiques et sociologiques risquent de faire imploser cet ordre qui, de fait, entraînera tout le système avec lui. Merci pour votre attention.